Maintenant, c'est Madame Evelyne Touchette qui va nous présenter. Evelyne Touchette est professeure au département de psychoéducation et de travail social à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Après avoir obtenu une thèse sur le sommeil de l'enfant à l'Université de Montréal en 2007, elle a poursuivi des études postdoctorales dans un laboratoire de santé mentale chez les enfants et les adolescents à Paris de 2007 to 2011. Son champ de spécialisation en recherche couvre l'étiologie et les répartitions des problèmes de sommeil auprès d'enfants issus de cohortes longitudinales, normatives et provenant de contextes vulnérables. Elle a publié 31 articles recensés dans PubMed. La professeure Touchette est professeure chercheur au sein du groupe de recherche en inadaptation psychosociale, du Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles et du Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Elle vulgarise la science du sommeil de l'enfant auprès des parents et des intervenants à l'aide d'un site web bilingue www.apprendreadormir.com, Fonds de recherche du Québec. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci aussi à la Société canadienne de sommeil qui a organisé, je pense pour la première fois, des conférences publiques. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous, puis dans le confort aussi de vos maisons, autant en virtuel qu'en présence. Donc, aujourd'hui, au menu, ce qu'on va regarder ensemble, tout d'abord, on va regarder un peu pourquoi le sommeil est important, puis d'autant plus important pendant la petite enfance. Ensuite, on peut aussi se poser la question pourquoi le sommeil donne du fil à retordre aux parents. Okay? Ensuite, comment un peu fonctionne le sommeil? C'est sûr que plus on sait comment ça fonctionne, plus après on peut aider son enfant, par exemple, à mieux dormir la nuit. Et ensuite, on va avoir deux autres rubriques. On va regarder un peu ensemble qu'est-ce que le développement du sommeil du début de la vie jusqu'à la première année du nourrisson. Donc, comment ça se présente. Quels sont les aménagements de sommeil aussi. On sait qu'il y a des polarisations un peu à savoir le cododo, tout ça. Et quelles sont les attentes réalistes également et les conditions gagnantes pour que son enfant apprenne à s'endormir par soi-même. Évidemment, après, on a la section plus de 1 an à 5 ans. Donc, c'est quoi un peu le portrait? Comment ça évolue le sommeil? Quels sont les problèmes de sommeil que le parent aussi peut voir chez son enfant? Et aussi, comment accompagner son enfant dans l'apprentissage de l'autonomie au sommeil? C'est quoi les conditions gagnantes? Et en dernier lieu, je vais vous présenter un projet web pour vous aider à, des fois, naviguer ou si vous avez des questions comme aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à certaines de vos questions, mais si moindrement, vous avez d'autres questions qui sont vraiment qui arrivent après coup ou quoi que ce soit, dites-vous que le projet web est là aussi pour vous aiguiller là-dedans. Et ensuite, je vais sûrement vous transférer au site qui consulter les ressources d'aide, évidemment. Donc, commençons sans plus tarder par rapport au pourquoi le sommeil, c'est important. Vous allez voir, il y a comme une bonne liste d'épiceries que vous pouvez voir. Je pense que tout le monde est relativement convaincu que le sommeil, c'est quelque chose d'archi important, surtout au début de la vie, parce que ça favorise les connexions cérébrales. Hein, le cerveau est un peu comme une boîte électrique qu'on doit faire un peu attention et c'est toute la maturation du système nerveux qui s'effectue durant le sommeil. On sait effectivement que dans les études, on voit de plus en plus que le sommeil a un lien aussi avec la restauration des tissus cellulaires, la génération. Donc, et évidemment, moi, avec mon garçon, souvent, quand moindrement il y avait un petit rhume qui commence, on le fait mieux dormir. Puis oui, effectivement, c'est bénéfique pour le système immunitaire. Donc, c'est bon aussi. On sait que durant la période de la petite enfance, on a souvent des petits rhumes, des choses comme ça. Donc, des fois, ça peut être un ingrédient qui peut aider à la récupération des infections. Évidemment, la consolidation en mémoire, ça, c'est quand même relativement bien connu. On sait qu'il y a un lien. Et évidemment, on parle beaucoup des fois de problèmes de comportement chez l'enfant. On a un lien aussi avec la régulation de l'humeur, la concentration. Donc, de penser au sommeil comme étant un facteur de protection, c'est vraiment quand même quelque chose de très intéressant. Dans tout le développement, évidemment, aussi socio-affectif, on voit des liens aussi de régulation entre sommeil et le côté socio-émotionnel.
Souvent, on se demande, est-ce que c'est le sommeil qui cause tout ça? Je pense qu'il faut le voir plus comme un effet domino, hein, qui finalement est une spirale positive. Donc, on appelle ça en recherche des liens bidirectionnels. Quand moindrement on dort bien, bien, on a un meilleur sommeil. Par la suite, bien, on a des meilleures aussi interactions avec les autres durant la journée. Et avoir de meilleures interactions durant la journée avec les autres peut aussi aider au sommeil. Donc, après, c'est comment voguer dans tout ça pour être dans une spirale positive au lieu d'être dans un effet de domino négatif. Hein, c'est ce qu'on souhaite tous. Donc, pour le deuxième point, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui peut donner comme fil à retordre aux parents. On sait que dans le projet web que je vais vous présenter aujourd'hui, ça n'a pas toujours été ainsi. Le sommeil, on voyait plus ça comme un truc à cocher. Hein? Est-ce que votre enfant dort la nuit? Oui, c'est fait. Là, maintenant, on le voit davantage plus comme une sphère de développement au cours de la vie. On peut même faire un parallèle avec l'acquisition de la marche, l'acquisition de la propreté. C'est pour ça aussi qu'on voit une très grande évolution du sommeil de la naissance jusqu'à l'âge d'à peu près de 5 ans, jusqu'à temps que la consolidation du sommeil de nuit soit complètement terminée et où on voit que les siestes ont arrêté. Donc, pendant toute cette complexité-là du développement, souvent, qui en paye le prix? C'est les parents. Hein? On sait que les parents, nous, on a vraiment un sommeil plus différent. Donc, on a déjà notre consolidation de sommeil la nuit. Donc, le fait que notre enfant se réveille durant la nuit, puis par le fait même, bien, nous, ça nous interpelle. Les parents peuvent vivre une forte privation de sommeil. Ici, je vous présente des changements de paradigme. Je trouve ça important quand même que vous soyez au courant. Dans les années 80, quand on élevait un peu les enfants au niveau plus de la pédiatrie sociale, on voyait vraiment plus quelque chose comme c'est quoi les cut-offs, c'est quoi, est-ce que votre enfant fait 6 heures consécutivement la nuit? Donc, il y avait des questions beaucoup plus médicales. Et maintenant, à force qu'on étudie la science du sommeil de l'enfant, on voit vraiment que c'est une approche psychosociale. Donc, il faut vraiment regarder toutes sortes de facteurs pour se poser la question de pourquoi finalement mon enfant dort moins bien. Hein? Fait que ce n'est pas seulement médical ou biologique, on voit vraiment que toutes sortes de contextes qui peuvent être en interaction. Puis on sait, dans ma thèse, j'avais mis en évidence que le contexte parent-enfant a vraiment une très forte implication avec les problèmes de sommeil. Donc, de regarder vraiment les interactions parents-enfants entourant le moment du coucher est quand même très important. On voit qu'il y a des fortes associations. Depuis à peu près une dizaine d'années, on est vraiment dans la mentalité comme quoi que le sommeil est plus chez l'enfant une approche développementale. Donc, le sommeil en tant que tel, c'est quelque chose qui évolue au niveau de la petite enfance de façon vraiment quand même assez complexe et très, vous allez voir, il y a une intervariabilité entre les enfants. Chez un même enfant, il y a des variations et entre les enfants, il y a également des variations. On ne se cachera pas, pendant la COVID, moi, en tant que chercheur, pas que je me tournais les pouces, mais ce qui arrivait, c'est que toutes les collectes de données se sont arrêtées. Et là, je me suis dit, bon, il y a beaucoup d'études chez l'enfant. Là, vous pouvez voir là, le nombre d'études en exponentiel sur le sommeil de l'enfant. Puis là, je me suis dit, pauvres parents, en même temps, quand on cherche des réponses, on sait qu'avec la famille, on avait beaucoup de pression. Les enfants étaient plus à la maison. Les parents aussi avaient leurs occupations de travail en même temps que de s'occuper aussi de l'enfant, entre guillemets. Donc, toute la famille était sous pression. Donc, on peut penser que les parents ont vécu un tourbillon un petit peu plus important. Et de façon générale, quand on demande, le parent va vraiment demander de l'aide. Il y a à peu près un parent sur 3 qui rapporte avoir des difficultés de sommeil avec l'enfant. Donc, dites-vous que si vous faites partie de c'est vraiment quand même une prévalence assez courante. Donc, vous n'êtes pas les seuls et c'est important qu'on réussisse à trouver des réponses aussi à vos questions spécifiques en lien avec votre propre famille. Donc, je vous disais qu'en tant que chercheur, je voyais de plus en plus en consultant, par exemple, des forums sur Internet où il y avait vraiment un écart de style un peu Grand Canyon entre ce que les parents, les intervenants savent au niveau de la science chez l'enfant
et versus ce que les chercheurs ont mis en évidence depuis quelques années. Et je me suis dit, il y a plusieurs mythes qui sont là, comme par exemple, mon enfant doit dormir 6 heures consécutivement la nuit à 6 mois, alors qu'on sait qu'il y a une très forte variabilité au niveau de la recherche entre les enfants et au sein même d'un enfant lui-même. Donc, une fois, un enfant peut faire ses nuits, mais l'autre journée par la suite, il y a vraiment encore de l'intervariabilité. Donc, de détruire un peu ces mythes-là, ou par exemple, si mon enfant ne dort pas assez, il va devenir hyperactif. Apprendre aux parents finalement de dire, bien, ce n'est pas une causalité, hein? Moindrement quand ton enfant ne dort pas assez, il ne va pas nécessairement devenir hyperactif, c'est une moyenne qu'on obtient. Donc, c'est important aussi d'être plus en mesure de regarder les signes de somnolence chez l'enfant pour déterminer finalement son bon nombre d'heures. Est-ce que finalement, vous lui donnez une fenêtre d'opportunité de sommeil assez grande pour votre enfant? Je pense que Tan, tantôt, disait c'est important, c'est pas tout le monde qui a 8 heures de sommeil chez l'adulte, mais c'est la même chose avec les enfants. Il y a des plus petits dormeurs, il y a des plus longs dormeurs. Donc, ce que le site Internet, on souhaite faire, c'est vraiment de faire un pont entre la science de ce qu'on sait, on ne sait pas tout, mais de ce qu'on sait, au moins que le parent puisse et les intervenants puissent au moins prendre ce qui est 2023 en termes de données scientifiques. Donc, le but en tant que tel du projet, c'est d'augmenter la connaissance sur le sommeil pour apporter des meilleures nuances chez le parent et pour que lui-même, par la suite, prenne la bonne prise de décision dans sa propre famille. Ce qu'on souhaite, ce n'est pas de dire aux parents quoi faire, mais que le parent puisse mieux comprendre comment le sommeil se déroule pour que lui-même puisse l'adapter à sa propre famille. Donc, ça, c'était un peu la visée plus microscopique du projet. Si on regarde plus de façon macroscopique, on sait qu'améliorer le sommeil de l'enfant, par le fait même, va améliorer le sommeil des parents et par rebond, ce que ça va créer, ça va créer des répercussions positives sur le fonctionnement de toutes les familles, en guillemets. Et ce qu'on souhaite, c'est que les interactions durant la journée se passent très bien. Hein. C'est là que l'attachement se crée aussi avec son enfant et tout ça. Donc, on pense que par un effet domino, ça soit positif finalement. Là, je vais vous donner un mini cours rapide un peu, mais pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne le sommeil. Il y a comme 2 processus qui sont là. Il y a la propension au sommeil. On peut le voir comme étant un sablier. Donc, plus le sable coule du sablier, plus la personne va avoir une pression à dormir. Et on a notre petite horloge interne derrière nos yeux, là, qui est les 2 noyaux suprachiasmatiques qui nous aident finalement à se synchroniser avec le jour. Donc, de vraiment dormir uniquement la nuit. Donc, et c'est l'interaction entre ces 2 processus-là qui fait en sorte qu'on est capable de dormir finalement essentiellement durant la nuit, quand les 2 processus se synchronisent. Donc, vous voyez la 3e portion où on a vraiment le grisé. Donc, c'est là que nos 2 processus se mettent ensemble pour créer une propension à ce qu'on puisse dormir toute la nuit. Donc, voilà. Fait que le processus C, qui est comme le processus de l'horloge, c'est une propension d'éveil. Et le processus S, c'est vraiment une propension de sommeil. Donc, le processus C est pour nous aider à... Vous savez que souvent, quand moindrement on sort de l'école ou on sort du travail, on est même des fois un peu plus réveillé que, par exemple, après l'heure du dîner, comme là actuellement, par exemple, on peut avoir un peu de somnolence, mais c'est notre processus C qui nous aide à dynamiser notre journée pour être capable finalement d'attendre puis d'avoir 16 heures à peu près réveillées pour 8 heures de sommeil. Donc, c'est vraiment 2 interactions qui sont là pour nous aider. Et évidemment, quand tu es un enfant, on a des processus qui sont en maturation. OK? Donc, la maturation, c'est notre fameux processus S. Il faut le voir comme si le goulot du sablier est plus large. Donc, le sable tombe plus rapidement. Par le fait même, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait une sieste. Il a besoin de se reposer durant sa journée. Et plus on grandit avec le temps,
plus notre goulot d'étranglement du sablier se restreint et on n'a plus besoin de faire de sieste dans l'après-midi. Hein, vous allez voir, je vais vous montrer les portraits de sommeil. Un enfant quand même plus jeune peut avoir 2 siestes, une le matin, une l'après-midi. Donc, notre fameuse horloge circadienne, on sait qu'on a une horloge qui est propre à nous. Hein. Il y en a qui sont plus près du 24 heures. Souvent, c'est ceux qui ont moins de retard de phase, comme Tan expliquait. Hein. Il y en a qui ont une horloge circadienne un peu plus longue. Donc, on court toujours après notre horloge circadienne pour se réajuster un petit peu à l'horloge biologique. Et comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui est situé derrière les yeux. Hein, puis on a des facteurs qui nous aident à nous resynchroniser. Donc, la lumière, c'est un allié pour nous, c'est un facteur de protection. Et toutes nos interactions sociales aussi nous aident à nous recaler avec notre propre horloge. C'est ce qui explique pourquoi, chez les enfants, c'est si important d'avoir une routine de sommeil. Donc, vous allez voir, à la fin, je vais vous parler beaucoup de routine de sommeil. C'est la clé. Ça demande beaucoup de conscience chez les parents à investir du temps pour la routine, mais dites-vous que cet investissement-là, c'est quelque chose de gagnant en bout de ligne. Ici, je vous présente le petit train de sommeil qui illustre bien. Les trains de sommeil, c'est comme nos cycles de sommeil. Souvent, quand on est adulte, on en a 5 à peu près, puis ça dure 90 minutes. Quand on est enfant, notre train est un peu plus court, à peu près 40 minutes, et on voit vraiment que ça s'enchaîne simplement grâce au développement du cerveau. Dans la première année, il y a des très grands changements au niveau de notre train de sommeil quand on est enfant. Au début, le cerveau est très immature et c'est normal que le rythme veille-sommeil fluctue beaucoup d'un bébé à l'autre. Ici, ce que je vous montre, c'est que vous voyez, quand on a un train, on a une locomotive. Contrairement, par exemple, à la marche, l'enfant va acquérir la marche. Qu'est-ce qui arrive? Souvent, c'est le parent qui va pas nécessairement stimuler son enfant, mais qui va courir après son enfant, dire « Ah, mon Dieu, il est rendu là dans sa marche et tout ça. » Alors qu'au niveau du sommeil, c'est beaucoup plus les parents qui sont dans leur responsabilité d'offrir les bonnes opportunités de sommeil et d'encadrement, d'où le pourquoi le sommeil est un peu plus complexe parfois que d'autres sphères de développement et pourquoi on s'y attarde aujourd'hui. On a le petit marchand de sable ici qui est illustré avec l'endormissement. On a le sommeil lent. Tantôt, Céline vous a parlé de différentes ondes. On voit vraiment le cerveau comme étant une boîte électrique. Hein, le sommeil lent profond, on voit de plus en plus des ondes hypersynchrones et chaque onde a un peu leur particularité. On sait que le sommeil lent profond, c'est là qu'il va être sécrété l'hormone de croissance chez l'enfant. Donc, on veut quand même que l'enfant ait un sommeil lent profond là, pour le développement physique, tantôt que je vous expliquais comme étant une fonction importante. Et à la fin, chaque petit train est clôturé par le sommeil paradoxal, donc le sommeil REM, qui ressemble beaucoup à un état d'éveil où là, on peut faire des rêves et là, on peut faire peut-être un pont avec la présentation de Céline sur les rêves lucides, par exemple. Ça se passe essentiellement dans le wagon rouge hein, qui se passe en dernier. Évidemment, tous les stades de sommeil que vous voyez, la composition des stades de sommeil fluctue aussi à travers la nuit. On a un petit peu plus de wagons rouges à la fin de notre, par exemple, de notre nuit. Au début, on a beaucoup plus de sommeil, de wagons turquoise et bleu au début de notre nuit. D'où l'importance d'avoir, à un moment donné, tous les trains complets pour finalement avoir tous les bénéfices là, de ce que le sommeil peut apporter. Donc, si on se centre essentiellement sur la maturation du sommeil, donc vraiment la première année de vie, on s'entend que le parent est en train de rentrer en relation avec son enfant. On ne doit pas se mettre trop je vous dirais, d'attentes. Il faut avoir des attentes réalistes par rapport à ça. Donc, le parent qui se compare, qui dit « Ah, mon enfant fait ses nuits » et tout ça. Au début de la vie, ça ressemble à ça, un sommeil chez l'enfant. Bref, l'enfant dort beaucoup, mais de façon polyphasique, qu'on appelle donc en petits bouts. Et l'enfant souvent se réveille pour être allaité ou boire au biberon, bref, et ensuite se rendort. Donc, les réveils souvent sont ponctués par la faim ou par le changement de couche. Souvent, c'est un peu associé, les deux conditions sont associées ensemble. Et à partir de 3 mois, grosso modo, selon les enfants,
On voit que l'enfant, de plus en plus, selon les interactions sociales durant la journée, le soleil aussi qui démontre que la journée existe et tout ça, on voit de plus en plus l'enfant dormir un peu plus longtemps la nuit que durant le jour. Le fameux gros dodo, faut le voir comme étant un aménagement de sommeil. Donc, il y en a qui peuvent partager la chambre, partager le lit. Ici, je fais comme un petit... la Société canadienne de sommeil de pédiatrie recommande de coucher son enfant dans une bassinette installée dans la chambre des parents de bébés de 6 mois ou moins. On sait que comme ça, des fois, ça peut faciliter. On sait que l'enfant se réveille beaucoup plus facilement. Donc, c'est même plus facilitant pour le parent, étant donné si on va aller voir l'enfant, l'allaiter ou donner les soins, changer même la couche la nuit, ça arrive. Donc, on a cette indication-là, encore une fois. D'autres spécialistes pensent que le partage du lit, il faut vraiment avoir les bonnes règles de sécurité. Comme par exemple, si on fait des terreurs nocturnes la nuit, ben, on peut peut-être écraser son enfant ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment être en accord avec notre propre sommeil, voir si finalement on a les conditions sécuritaires. Est-ce que le matelas est pas trop mou? Est-ce qu'il y a des îlots de chaleur aussi entre s'il y a le papa qui est là également ou l'autre conjoint est à côté, est-ce qu'il y a des îlots de chaleur qui peuvent se créer? Bref, il faut être prudent là, par rapport au cododo quand on parle du partage du lit. Lorsque l'enfant grandit, je pense que c'est toujours important de se poser la question et de renouveler un peu nos vœux par rapport à ça. Est-ce que tout le monde est confortable et se sent à l'aise à continuer à faire du cododo dans la chambre ou dans le lit? Est-ce qu'on change notre aménagement de sommeil? C'est un peu comme, est-ce qu'on repeinture un peu notre maison? Est-ce qu'on fait des changements nécessaires? Et là, évidemment, il y a des adaptations qui est demandées autant aux parents qu'à l'enfant, mais il faut danser un peu là-dedans. Puis je pense que il faut s'accompagner avec bienveillance. Donc, encore une fois, un petit truc sur les attentes réalistes. C'est normal que notre bébé nous réveille la nuit pour être nourri ou changé. Il y a des études qui démontrent que l'objet de Winnicott, hein, qui a été nommé là, en 1953 par Winnicott, qui est l'objet transitionnel, c'est un objet intéressant. On peut l'imaginer, j'aurais pu mettre une photo, mais souvent, c'est le petit toutou plat à grandes oreilles qui n'est pas le gros toutou qui peut étouffer dans la bassinette. Donc, c'est de vraiment le choisir avec soin et que cet objet-là soit aidé à flatter, mettons, l'enfant lors de l'endormissement pour que l'enfant puisse avoir une bonne association puis aider à ce qu'à un moment donné, quand le parent se sent prêt à être un peu moins présent dans l'autonomie au sommeil, bien que cet objet-là puisse prendre le relais pour que le parent, lui aussi, dorme davantage et que l'enfant puisse apprendre à dormir. Donc, pendant les siestes, c'est préférable que le bébé reste exposé aussi à la lumière. On se rappelle de notre horloge circadienne. On veut que l'enfant comprenne que c'est le jour et que quand il dort pendant la nuit, ce n'est pas la même chose. Donc, souvent, les gens du CPE au Québec vont me demander est-ce qu'on doit fermer les rideaux ou tout ça. Préférable d'avoir quand même une lumière un peu du jour, pas directe, mais quand même pour que l'enfant puisse comprendre que c'est bien une sieste de journée et non une nuit dans l'obscurité. Donc, je vous rappelle, grande variabilité entre 0 et 1 an entre les enfants, pas de comparaison, pas de stress supplémentaire à faire de la calculomanie, de dire « Ah, mais mon enfant, est-ce qu'il dort assez? Est-ce que c'est stressant? » Tout ça. Bref, il faut comme laisser un peu la maturation de la boîte électrique se faire tout en ayant des bons comportements en tant que parent, puis être vigilant sur dire « Est-ce que je donne des bonnes opportunités de sommeil à mon enfant? » Oui, donc je suis dans le bon chemin, puis ça va bien aller. Donc, si on tombe maintenant plus dans la partie 1 à 5 ans, donc 1 à 5 ans, on parle que souvent l'enfant est sur le point de marcher, a d'autres acquisitions, souvent la couche, souvent on a moins aussi de couches à changer durant la nuit. Donc, l'enfant est dans une autre étape développementale à ce moment-là. Donc, on voit que comme tantôt, il y avait vraiment beaucoup de polyphasiques là, qui étaient des grandes variations. Là, ce qu'on voit, c'est souvent ces 2 siestes. Une le matin, une l'après-midi et environ, la première sieste, c'est toujours de 2 à 3 heures après le lever
Et la deuxième sieste est souvent 2 à 3 heures après la première sieste pour aider un peu le parent à repérer, dire quand je dois faire la sieste, là, c'est mélangeant, tout ça. C'est sûr qu'on peut regarder aussi les signes de somnolence de notre enfant, mais si on veut donner une certaine forme globale de routine, ça peut vous aider là, comme image. Ensuite, on a le fameux aussi où la sieste du matin quitte l'enfant. Donc, c'est uniquement la sieste d'après-midi qui demeure. On se rappelle de notre sablier. Hein. Ça veut dire que notre sablier est devenu de plus en plus avec un goulot un peu plus étroit. Donc, l'enfant, finalement, a moins de sable qui tombe rapidement en termes de propension de sommeil. Donc, il est capable d'attendre plus longtemps pour aller se reposer l'après-midi. Donc, souvent, quand il est dans une garderie, par exemple, il va avoir la sieste d'après-midi qui va être faite en garderie. Et entre 4 et 5 ans, c'est ça, souvent, c'est l'espèce de transition à la non-sieste. Et des fois, on voit ça encore une fois comme étant un peu l'enfant ne fait plus des siestes et l'enfant fait des siestes. Encore une fois, c'est une transition. Des fois, l'enfant a besoin d'en faire une. Des fois, n'a pas besoin d'en faire une la journée suivante. Fait que là, on est un peu entre deux. Donc, il faut tolérer cet entre-deux-là. Environ, mettons, pour vous aider encore une fois, d'y aller plus macro, mais sous forme de groupe. On a à peu près 7 enfants sur 10 qui arrêtent de faire la sieste l'après-midi vers l'âge de 4 ans. Si votre enfant a encore besoin de les faire, très important de respecter son propre rythme. Et ça ne veut rien dire, là, dans le sens que vous le suivez dans sa maturation, dans son développement propre de sommeil. Donc ici, ce n'est pas pour que vous deveniez des gens qui viennent à diagnostiquer les problèmes de sommeil, c'est juste pour vous aider en tant que parent de dire, est-ce que finalement, là, je dois me poser des questions? Est-ce que mon enfant a vraiment un problème de sommeil? Très important, vous allez voir, le site Internet est fait de cette façon-là. Il y a une partie où il faut que vous vous demandiez, mon enfant se réveille la nuit, mais ce n'est pas un problème. C'est peut-être moi qui ai besoin actuellement de prendre soin de mon sommeil parce que je suis en dette de sommeil. Donc, très important de demander de l'aide, par exemple, des fois à une sœur, une tante, des amis ou à votre conjoint ou conjoint pour vraiment comme vous donner aussi un temps de répit. Vous allez voir que vous allez être davantage patient pour finalement accompagner votre enfant dans son cheminement d'avoir une certaine forme de consolidation de sommeil. Ensuite, je vais quand même vous parler des problèmes de sommeil en tant que tels. Vous allez voir qu'il y a 2 catégories. Il y a les protodysomnies, qui est comme, je vous dirais, quelque chose qui ressemble un petit peu à l'insomnie chez l'enfant. Donc, j'aime pas mettre tout de suite un diagnostic, mais c'est quelque chose, c'est une forme où l'enfant a un petit peu plus de difficulté à s'endormir, par exemple, la nuit, ou sinon, tu as l'autre qui est plus l'insomnie de maintien, hein, donc les réveils nocturnes qui sont plus fréquents. La meilleure façon pour savoir si vous avez besoin de sommeil ou si c'est votre enfant qui manque de sommeil, je vais vous donner des trucs. La meilleure façon, c'est de regarder si, durant la journée, votre enfant a des manques de sommeil. Puis ça peut s'exprimer de plusieurs façons. On peut avoir des enfants qui expriment des bâillements, cogner des clous en français, comme on dit, quand l'enfant tombe de fatigue dans son assiette, va se mettre à se frotter les yeux, des comportements d'irritabilité. Chez les enfants, contrairement aux adultes, ils vont beaucoup plus avoir des comportements explosifs, d'irritabilité, des pleurs, par exemple, non justifiés. Vous ne comprenez même pas en tant que parent qu'est-ce qui se passe. Il est plus maladroit, par exemple. Il va plus se faire mal. Il va chercher davantage de réconfort qu'à l'habitude. Il va devenir agité. Ça peut être des signes de somnolence. Ça veut dire, oh, en tant que parent, oh, il y a une petite lumière qui s'allume. Je devrais peut-être le coucher à une heure un petit peu plus dans son horaire. Ah, c'est vrai, on a un petit peu débordé la veille. On devrait peut-être recadrer un peu l'horaire de sommeil. Donc, si on regarde un petit peu les protodysomnies, comme je vous disais, il y a l'insomnie d'initiation qui est comme problème d'endormissement et éveil nocturne fréquent. Encore une fois, il faut prendre ces chiffres-là avec un bémol. Gaylor disait vraiment une fois par semaine, c'est un dérèglement normal. Il n'y a rien à s'inquiéter. Quand ça arrive plus de 2 à 4 épisodes par semaine ou un vrai trouble qui, finalement, c'est chronique de 5 à 7 épisodes par semaine,
on peut aller demander de l'aide, par exemple, pour savoir est-ce que finalement il y a un problème médical derrière? Est-ce que mon enfant a un reflux gastro-œsophagien, par exemple, qui ne lui permet pas de dormir complètement ou de l'apnée du sommeil? Donc, en tant que parent, on peut se poser des questions, puis c'est normal d'aller poser ces questions-là, par exemple, à des professionnels ou au départ à son médecin également. Parasomnie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment une interruption de désordre au niveau du sommeil. Donc, on a 4 sortes de types de parasomnie. On a le premier qui est les troubles de l'éveil, qui sont scindés en 2 catégories, le somnambulisme, que vous connaissez sûrement, et les terreurs nocturnes. On sait que chez les enfants préscolaires, c'est normal d'avoir une prévalence un peu plus forte pendant cette période-là. Donc, je vous donne un petit peu la définition, donc au moins pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est. Et sur le site Internet, tantôt que je vais vous présenter, on vous aide en tant que parent, même intervenant, pour bien distinguer qu'est-ce qui est une terreur nocturne, qu'est-ce qui est un cauchemar, puis qu'est-ce que je peux faire aussi pour aider mon enfant à passer à travers, des fois, un peu cette période-là, un peu normale, qui va faire en sorte, on sait que la vie psychique des enfants est beaucoup plus florissante que celle des adultes. Voilà. On a la deuxième catégorie qui est le sommeil paradoxal des cauchemars. Je vous ai mentionné aussi c'était quoi. Encore une fois, je vous invite à regarder le site Internet. Et on a les troubles de transition, donc les rythmies nocturnes, les bercements, les balancements. Il y a même aussi possibilité de fractement de la tête sur le mur. Souvent, ce qu'il faut faire, il faut matelasser la couchette là, de façon sécuritaire, évidemment, pour être sûr que l'enfant n'ait pas des commotions cérébrales. On a les autres parasomnies, le bruxisme, très intéressant. J'ai étudié à un moment donné le bruxisme et on voit aussi un lien avec l'anxiété de séparation, beaucoup plus de bruxisme avec l'entrée à l'école. L'enfant est sûrement un petit peu plus stressé, serre plus des dents. On l'a vu avec la pandémie aussi, on avait plus tendance à avoir la mâchoire qui serre très fort. Donc, des fois, le stress qui est relié au stress, on voit davantage un peu de bruxisme également chez l'enfant. L'énurésie, le pipi au lit, c'est à partir de 5 ans, là, quand on a du pipi au lit de façon, encore une fois, très souvent en termes d'épisodes, où on peut se faire aider également, qui est reconnu comme étant une sorte de parasomnie. Et l'apnée obstructive de sommeil, important à diagnostiquer parce que ça entraîne aussi au niveau de l'oxygénation, on veut vraiment que le sommeil, vu qu'on sait que le sommeil est en maturation cérébrale, on veut écarter le plus possible à ce que l'enfant fasse de l'apnée obstructive du sommeil. Donc, maintenant, vous avez les cartes en main pour mieux comprendre un peu le sommeil. Est-ce que c'est plus de l'ordre du problème? Est-ce que c'est de l'ordre de la maturation? Est-ce que c'est de l'ordre du développemental? Et là, on peut se poser la question, l'enfant est de plus en plus vieux, on tombe dans la période préscolaire. On sait en tant que parent, des fois, on veut un deuxième enfant, on veut laisser la place à ce que l'autre aussi puisse avoir aussi peut-être toute cette démarche-là, la présence du parent. Et on se dit, bon, comment je peux faire finalement pour amener mon premier enfant ou à l'acquisition au sommeil, à l'autonomie au sommeil? Donc, encore une fois, je vous rappelle, il y a une étape de maturation où on est là, on regarde, on l'accompagne, on fait ce qu'il y a à faire. Et on a aussi la possibilité, encore une fois, quand on a un objet transitionnel qui peut aider à la routine, on peut l'aider à, tranquillement, pas vite, apprendre à s'endormir seul avec l'objet. Donc, au lieu que ce soit nous qui, nécessairement, on a une belle routine entourant le sommeil, mais on peut réduire notre temps de présence pour que tranquillement l'enfant puisse apprendre à faire un genre de fade-out, hein, l'espèce de gradateur qu'on a au niveau de la luminosité, de vraiment comme réduire pour qu'éventuellement l'enfant se sente en confiance pour finalement se laisser aller dans le sommeil. Et c'est une des très belles choses que vous pouvez offrir à votre enfant parce qu'en tant qu'adulte ou en tant que futur adolescent, quand on est capable de s'endormir au sommeil seul et de façon autonome et sans peur, c'est quelque chose qu'on peut maintenir tout le long de notre vie. Donc, voilà. Et très important, des fois, quand on veut faire l'espèce de 4 pattes pour que l'autonomie un peu s'installe, dans les études, on voit que l'implication de l'autre parent, souvent le parent qui n'allait pas, qui donne le biberon, qui a vraiment eu un grand investissement dans la maturation du sommeil, d'introduire l'autre parent, ça aide à créer cette autonomie-là. Donc, ça permet un soutien d'attachement, mais où l'enfant réussit un petit peu
à être aussi récompensé puis à être fier de lui là, pour acquérir l'autonomie au sommeil. Donc, très important quand on fait l'étape 1 à 2, de savoir reconnaître. Là, souvent, les gens vont me dire, c'est quand on fait ça, là, à quel moment? Encore une fois, ça dépend des enfants. Vous êtes le propre juge à savoir est-ce que ça me tente aussi d'aller vers la deuxième étape. Très important de dire est-ce que mon enfant a encore besoin d'être nourri la nuit? Est-ce que le poids de mon enfant est suffisant aussi pour être nourri exclusivement durant le jour? Ça peut être des petits indicateurs pour dire oh, finalement, mon enfant est rendu à la deuxième étape. Et les indicateurs aussi d'être capable de passer à l'autonomie complète de sommeil. C'est peut-être normal de ne pas choisir le moment où le parent est stressé, l'enfant a un rhume. C'est une période un peu comme la propreté. Ça demande beaucoup d'investissement du parent. Il faut que les deux parents aussi se parlent ensemble pour ne pas tricoter d'un bord ce que l'autre fait. Bref, des fois, la bonne période pour peut-être passer de l'étape 2 à l'étape 3, on parle de l'été, on parle peut-être des vacances. Bref, il faut trouver la bonne période parce qu'on sait que ça demande quand même de l'investissement au niveau du parent. Ici, très intéressant, je vous montre un peu ce que je pense que vous avez vu dans les autres présentations. Tantôt, je vous parlais moi, je le vois comme un train de sommeil. Hein. Tantôt, je vous ai présenté un train de sommeil. On voit qu'à la fin, tous les enfants se lèvent souvent à la même heure, hein, peu importe s'ils se couchent tard ou s'ils se couchent à leur heure habituelle. Et je le vois comme il y a des facilitateurs qui aident à l'aiguillage, donc pour que l'enfant fasse vraiment plus d'heures de sommeil. Et il y a des facteurs qui stimulent le débrayage du train, donc qui fait en sorte que l'enfant va rentrer dans son tunnel de sommeil plus tardivement et par le fait même va avoir une plus courte durée de sommeil la nuit. Si on le fait de temps en temps, ce n'est pas grave, mais c'est le fait de le faire chroniquement qui finalement peut entraîner quand on voit dans les études, oui, les petits dormeurs ont plus de risques de blablabla, mais on parle toujours de risque, ce n'est pas de causalité, mais ce qu'on voit, c'est que c'est des parents où les perturbateurs ont été beaucoup très facilités, où le débrayage du train a été davantage. Qu'est-ce qu'on entend par facilitateur pour vous aider? J'ai comme un petit tableau ici. La routine de sommeil, c'est un grand, grand plus. Ce n'est pas facile en tant que parent de toujours la mettre en place. Vous allez voir, c'est 15 minutes, il faut qu'elle soit courte, interchangeable, avec le plus de la constance d'un horaire régulier, le calme dans la famille, pas trop de stress. Si on décide d'investir dans l'apprentissage à l'autonomie au sommeil, c'est un facilitateur d'aiguillage. Encourager les activités sportives plus durant de la journée et non près de l'heure du coucher. La chambre à coucher, on parle beaucoup d'environnement de sommeil aussi. Plus c'est sécurisant, confortable, ni trop chaud, ni trop froid. Ça, c'est des facilitateurs très pertinents. Perturbateurs, on en parle de plus en plus. Les écrans, les horaires non réguliers, le stress dans la famille aussi, manque d'activité sportive, puis le fameux écran débraye beaucoup les enfants. Regarder la télévision, à quel niveau, est-ce que la tablette, tout ça. On est tout en train de regarder, voir aussi le contenu, le type de média social, est-ce que ça peut aussi avoir un lien. Bref, puis encore une fois, les problèmes physiques très importants à regarder comme examen physique. Ici, je vous mets en lumière les recommandations. C'est vraiment nommé là, que la routine, donc les fameux pictogrammes, et d'inclure votre enfant à choisir sa routine, à comprendre sa routine. Ah, c'est quoi la suite? OK, oui. On essaie aussi de garder le même ordre à chaque soir et vous pouvez le trouver sur le site Internet là, pour que l'enfant puisse choisir et on peut le faire sous forme de magnette également pour que ça soit facilitant. Donc, ici, rapidement, je vais vous présenter le site Internet. Vous revoyez le truc. C'est un site qui a été financé par le FRQ. Immersion, c'est évidemment une compagnie qui est vraiment un partenaire de vulgarisation scientifique, m'a aidé à le mettre en place. En tant que chercheur, souvent, on a besoin d'être épaulé pour avoir un contenu qui parle aux parents. On a rencontré des parents, on a rencontré des intervenants pour savoir c'est quoi les thématiques qui sont importantes pour vous. Donc, on a réussi à faire une équipe de conception design, puisque moi, je ne connaissais rien là-dedans. C'est comme si
me demandait de choisir des couleurs. On regardait aussi qu'est-ce qui était bon pour les parents. On a choisi le papier crafté un peu pour dire aussi que vous êtes capable de dire, vous essayez des choses. Hein? On ne vise pas la perfection. On est important en tant que parent de se poser des questions sur notre famille. Plus on acquiert de connaissances, plus on peut s'adapter aussi à notre propre famille. Donc, on a voulu rendre le site Internet le plus sommeil de la famille, autant prendre soin du parent au niveau de son sommeil, autant au niveau de l'enfant. On voulait une science prête à l'action avec un ton professionnel, un site web quand même assez accessible, visuel attrayant. Donc, on vous a interrogé aussi pour savoir c'est quoi les thématiques que vous souhaitez. Donc, on est en travail de contenu, évidemment. Tout n'est pas encore sur le site. Il y a des choses en co-construction, en construction également. Donc, ici, je suis quand même sur la fin de ma présentation. Je vous encourage à aller aussi voir sur le site, aller l'explorer. C'est apprendre-à-dormir.com. Donc, merci vraiment à tous mes partenaires et à l'éventuelle pérennisation, excusez-moi, du site web là, pour que vous puissiez avoir un site web basé sur les données probantes. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi une petite bibliographie si vous voulez aller plus loin, naître et grandir et tout ça. On est en partenaire aussi avec eux. Merci beaucoup. Oh, yes. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la période des questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ici, en personne? OK. Vous avez parlé de l'autonomie du sommeil chez les enfants. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, quand on laisse les enfants dormir seuls, qu'ils pleurent, ensuite qu'ils apprennent juste de comme gérer leur stress eux-mêmes et que c'est pas bon pour eux. Mais il y a aussi d'autres gens qui disent que c'est comme que c'est bien parce qu'ils apprennent comme la routine et qu'ils apprennent comment dormir. Donc, c'est quoi la différence entre les bébés qui sont traités comme ça et comme dans la routine et dans la qualité de sommeil qu'ils ont? C'est une question, je pense, une des plus posées. Donc, c'est tout à fait normal de se poser la question en tant que parent, qu'est-ce que je fais finalement pour aider à l'autonomie du sommeil? La meilleure façon de voir les choses, c'est de voir est-ce qu'actuellement mon enfant est en maturation de sommeil? Est-ce qu'il a besoin de moi en termes de ses besoins physiologiques? Si par exemple l'enfant a besoin d'être nourri au sein puis il pleure, c'est tout à fait sain d'aller voir son enfant. Puis justement, il ne faut pas le laisser pleurer. Il a besoin de nutriments pour grandir et tout ça. Ensuite, où on peut se poser des questions si l'enfant, on veut l'amener vers donc, l'enfant est plus vieux. Comme on s'est dit, là, il n'est plus dans l'étape de maturation, il est plus dans l'étape où il apprend un petit peu plus à marcher à quatre pattes. En tant que parent, on peut regarder, est-ce que je peux trouver une méthode, moi, qui correspond aussi à mes valeurs? On n'est pas obligé d'aller dans une méthode drastique, là, de laisser pleurer. Est-ce qu'on peut des fois juste augmenter un petit peu le délai pour... Des fois, ça arrive que l'enfant, oups, est capable de se rendormir par lui-même, puis on n'a pas été trop hâtif. C'est comme si un peu, on le voit comme la marche. Si on était toujours derrière l'enfant, puis il était toujours en train de tomber, puis on était toujours en train de le ramasser, puis de le faire marcher, mais on peut dire qu'on est comme trop surprotecteur. Mais on peut avoir un peu cette vision-là avec le sommeil. C'est la même façon de dire, on peut laisser un petit peu de temps pour voir, ah non, il chigne un peu, mais il n'est pas en détresse complète où là, le cortisol est en train de s'activer. Ah, il est en train peut-être de se rendormir. OK, je le laisse un peu aller. Puis là, on voit que ce comportement-là peut être peut-être un niveau d'étape où l'enfant peut acquérir aussi éventuellement cette belle acquisition-là. Comme je disais, des fois, c'est un cadeau aussi qu'on peut faire à son enfant d'être capable à s'endormir par lui-même. C'est une question d'âge, là, beaucoup, beaucoup. Puis en tant que parent, il ne faut pas prôner ça, dire « il faut que je casse mon enfant ». C'est important de prendre soin de ses besoins physiologiques. Merci beaucoup. Des autres questions en ligne? OK. Donc, ma question moi-même. Est-ce qu'il y a une comorbidité entre l'énurésie et bruxisme? Hey, c'est une bonne question. Parce que quand j'étais l'enfant, j'ai eu both. Tu as eu les deux. Écoute, mais c'est sûr que ça fait partie des autres parasomnies, donc dans la catégorie, la quatrième. C'est sûr que ce que je vois de commun, c'est potentiellement un peu d'anxiété. On sait que le bruxisme, tantôt, je disais qu'il y avait un lien aussi avec l'anxiété.
Mais l'énurésie peut avoir un lien aussi avec juste la maturation de notre vasopressine, qui est une hormone en tant que telle. Des fois, en tant que parent, je dis tout le temps aux gens, avant de faire un comportement où avec la planche, l'espèce de truc où on peut avoir un signal pour que l'enfant puisse se lever la nuit, souvent de faire un bon pipi avant la nuit, puis de s'assurer que le développement de la vasopressine est bien complété. Ensuite, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un facteur psychologique. Puis le facteur psychologique qui pourrait être commun aux deux parasomnies pourrait être un petit peu d'anxiété. Puis la question qu'on pourrait aller plus loin, c'est pourquoi notre enfant vit de l'anxiété actuellement? Comment je peux l'accompagner là-dedans? Puis pouf, peut-être que les deux parasomnies peuvent se régler éventuellement. Merci. Des autres questions sont... Donc, vous avez parlé des frères et sœurs, Donc, quelle est l'influence de partager la même chambre sur la fratrie? C'est intéressant. On sait même que quand on partage notre chambre aussi avec l'enfant peut nous réveiller par les bruits et tout ça. Par contre, partager la chambre avec un frère et sœur, c'est vrai que c'est un défi, mais ça peut être aussi des belles rencontres. Puis on s'entend que souvent, des fois, on peut interroger les gens, dire on a tellement, ma sœur ou mon frère, on a tellement eu du plaisir aussi à se calmer ou à lire les histoires ensemble. Donc, je pense qu'il ne faut pas dire si c'est bon ou c'est moins bon. Je pense qu'il y a des côtés positifs. Et c'est sûr que quand l'âge est quand même relativement différent, par exemple, un nouveau-né avec un vraiment plus vieux, on l'a vu tantôt, le portrait de sommeil n'est pas le même. Fait que le parent doit des fois aller dans la chambre, pourrait réveiller l'enfant plus âgé. C'est de savoir est-ce que finalement le portrait de sommeil peut être similaire entre les deux enfants. C'est sûr que ça facilite pour pas qu'il y ait un qui soit réveillé plus que l'autre. Mais de façon générale, les enfants, quand moindrement la consolidation de sommeil est faite, c'est des enfants quand même qui dorment très profondément, contrairement à nous, les adultes. Donc, des fois, ils ne sont même pas réveillés aussi également. Fait que je vous dirais qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est juste qu'on vit comme ça parce que notre maison souvent est faite comme ça, puis on n'a comme pas le choix, puis c'est correct. Là. OK, merci. Dernière question, c'est que selon la théorie de l'apprentissage vicarien, qu'est-ce qu'on veut dire sur la modélisation des habitudes de sommeil des parents sur les habitudes de l'enfant? Je ne suis pas sûre de l'apprentissage par modeling, peut-être, oui, c'est ça. C'est sûr que moi, ce qui me vient en tête, c'est au niveau de l'écran, l'utilisation, par exemple, des écrans, ou même, on sait que souvent l'enfant va comme reproduire certains comportements du parent. Donc, je pense qu'il faut se poser des questions sur des fois nos propres comportements pour savoir est-ce qu'on transmet aussi une certaine forme d'habitude. On peut ne pas être parfait en tant que parent, puis c'est d'en discuter aussi avec l'enfant pour qu'éventuellement, quand tout le monde vieillit, on peut dire « Ah oui, il faut faire attention un peu à notre téléphone, pas dans la chambre » ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut non plus, en tant que parent, il faut se donner beaucoup de douceur aussi pour dire « ben je fais mon gros possible ». Surtout, je réfléchis par rapport à mes modes de vie et je me re-questionne. Est-ce que là, je tombe dans quelque chose de trop ou de pas assez? Et où mon équilibre dans ma vie familiale? Qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant? C'est quoi les valeurs que je veux transmettre? Je pense que c'est des bonnes questions, puis de garder une introspection pour que finalement la vie familiale se passe le mieux possible. Okay. Merci beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir à tous. Merci.